Bonsoir et bienvenue dans la deuxième partie de Plus belle ma Sarthe. Vous le savez, l'émission consacrée au patrimoine sartois. De Sargé, il sera question encore dans quelques instants. Le temps pour moi de vous présenter nos amis du soir, selon que l'on reçoit pour la deuxième partie de cette émission. Nathalie Grenier, bonsoir. Vous êtes peintre, artiste peintre du côté de l'Homme et on parlera de votre actualité tout à l'heure. Oui. Bonsoir, et bienvenue. Merci. Fernand Lejar, notre spécialiste du patois sartois, membre de l'association historique ELA, qui nous parlera de sport ce soir, et d'un domaine qu'il connaît particulièrement bien. Ouais. Michel Pamplune, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'organisateur du festival Americana Eldorado, qui se déroulera le week-end prochain à Vancé, c'est dans le sud-est Sarthe. Et on détaillera le plateau tout à l'heure en votre compagnie. Avec plaisir. Merci d'être avec nous. Et puis Pascal Mariette. L'inénarrable Pascal, pour parler du patois sartois. Et Pascal, je vous laisse la main, comme à l'accoutumée, pour revenir sur cette commune de Sargé-lès-Le-Mans. Alors bon, je peux parler du patois sartois, mais je peux parler aussi de l'histoire de Sargé. Et moi, il y a une chose qui me plaît bien à Sargé, c'est que Sargé-lès-Le-Mans, donc près du Mans, et regardez ce petit dessin où on voit ce chemin de crête, c'est-à-dire c'est le chemin qui partait, le chemin de crête de la Grande Rue, qui est dans le Vieux-Mans, qui montait jusqu'à Sargé, en direction de Dreux, Rouen, ou voire Lutèce même. Ce chemin de crête, il passait par Sargé. Et tout simplement parce qu'on était sur les hauteurs. Déjà, quand on est en hauteur en période romaine, c'est des terrains secs. Si on passe dans les vallées, on est plutôt humide. Et puis aussi, on voit très loin. Alors, si vous voulez vous balader à Sargé, il y a le boulevard Nature. J'en fais la pub parce que ça part du centre-ville du Mans. Vous avez tout un circuit qui vous permet de voir ce chemin de crête, mais aussi tout le patrimoine dont je vais vous parler maintenant. Alors, dans ce patrimoine, il y a une chose intéressante, c'est le rocher dit de Saint-Roch. Alors Saint-Roch, là j'ai montré l'église, si vous connaissez Montpellier, c'est l'église Saint-Roch à Montpellier. Tout simplement, c'est là où Saint-Roch a démarré son histoire. En 1348, 1350 suivant les dates, il serait né à Montpellier. Mais surtout, c'est un type qui a été un grand pèlerin et qui aurait sauvé les gens de la peste et au début de la peste noire. Et donc, il est représenté avec son chapeau, sa coquille Saint-Jacques, et puis il lève toujours son manteau, pour qu'on regarde sa cuisse, tout simplement pour montrer qu'il y a une blessure. Et cette blessure, c'est pour montrer aussi tout ce qui concerne la douleur, les épidémies, les infections, etc. Et il est toujours accompagné d'un petit chien. Ce qui fait que le Saint-Roch, c'est le patron des pèlerins en premier, mais il est aussi patron des célibataires, je ne sais pas pourquoi, des invalides, et des chiens, puisqu'il est toujours représenté avec son chien. Et donc, si vous allez dans l'église de Sargé, vous allez trouver Saint-Roch. Mais surtout, si vous vous baladez sur les chemins et sur le boulevard Nature, vous allez trouver le rocher de Saint-Roch. Alors, on ne sait pas trop ce que c'est, si c'est un mégalithe, quelque chose, mais paraît-il que Saint-Roch, lors d'un pèlerinage, se serait installé sur ces pierres, alors assis, couché, je ne sais pas, mais on appelle ça la pierre de Saint-Roch. Et donc, n'hésitez pas à aller découvrir ce lieu. C'est un petit lieu qui fait penser à un lieu celte, effectivement. Ces pierres sont là depuis des années, voire des siècles et même plus, je pense. Et donc, allez voir, à Sargé, c'est peu connu dans la commune. Pascal, on va se faire une petite respiration. Je me permets de vous couper l'herbe sous le pied, parce que c'est l'heure de l'énigme de Pascal, faut-il le souligner. On a institué ça depuis la semaine passée. Ça fait partie d'une petite nouveauté cette année, avec vous notamment. Ouais. Alors allons-y. Allons-y. Alors, on parlait pierre. Il y a une pierre qui est exposée dans le jardin public de Sargé. On la voit ici. Alors, elle correspond à quoi, cette pierre? Alors, j'ai plusieurs propositions. Un vestige de l'ancien aqueduc romain des Fontenelles, qui partait de Sargé en direction de la ville romaine du Mans. B, donc c'était la solution A. En B, un morceau du mur de Berlin. Ou en C, un souvenir de l'ancienne gare de tramway qui allait du Mans à Sargé. Bon, chers amis, est-ce que vous avez une petite idée sur la question? J'imagine que chez vous aussi, vous pouvez réfléchir. On va vous délivrer la réponse dans quelques secondes. Le temps, peut-être, Fernand, alors moi, je pense que c'est effectivement le vestige de l'ancien aqueduc, parce qu'il partait de cet endroit précis.
il passait là, donc on peut supposer que... Parce qu'un morceau du mur de Berlin, pourquoi pas, oui. Enfin bon, souvenir de l'ancienne gare, je sais... Il y a eu une gare à Sargé, une gare de tramway, oui. Il y a un petit pont qui reste aussi, un petit vestige. Mais non, moi j'irais vers le vestige de l'ancien aqueduc. Valérie, est-ce que vous avez une idée? On va aller au hasard peut-être. Moi j'aurais pensé aussi à l'ancien aqueduc, mais pour rester dans le côté qu'est-ce qu'on garde de plus précieux, j'aurais pensé à quelque chose de très très ancien. Ah oui, bien vu. Ouais. Et Michel, peut-être? Du coup, je suis assez influencé par votre réponse pour garder un souvenir, mais sinon j'aurais dit C. Moi. La réponse c'est. Oui. Alors verdict, mon cher Pascal? Aucune réponse de tout ça. C'est tout simplement un vestige du mur de Berlin. Comme beaucoup de communes en France, il y a eu beaucoup de récupération de ce mur. Alors évidemment, il y a un petit détail, le bleu et le rose, qui fait penser quand même qu'il y avait peut-être des tags sur ce mur. Ouais. Et donc, il est exposé depuis pas mal d'années. Je pensais que c'était quelqu'un qui avait amusé. Et pourquoi donc le rapport avec Berlin, avec l'Allemagne? Alors ça, je sais pas trop. Parce que en fait, la commune de Sargé est jumelée avec une commune allemande, tout simplement. Vara. Mais ça n'a pas de rapport avec Berlin. Non. Bon, voilà, c'était juste une petite parenthèse. Je vous laisse reprendre. Les pierres. Je vous propose une soirée pierre. Alors, on va au pied de l'église. Alors, l'église Saint-Aubin, qui est plein centre de Sargé. Alors, on fait le tour de l'église. N'hésitez pas, vous pouvez rentrer dedans, mais on ne va pas parler de ce qui se passe à l'intérieur. Mais à l'extérieur, quand vous faites le tour, vous allez voir, il y a un endroit, il y a une pierre. Alors, c'est une pierre qu'on appelle une pierre à bannir, une pierre de justice. C'est-à-dire, c'est des pierres que l'on trouve essentiellement dans les églises en Bretagne, dans le Maine, en Basse-Bretagne aussi. Et cette pierre-là serait là depuis le XIe siècle. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a la MTV, il y a les radios, il y a tout pour s'informer, les journaux. Mais quand on est dans une commune au XIe siècle, pour avoir les informations, eh bien, il y avait un monsieur qui montait sur cette pierre pour informer les gens ou pour faire aussi d'autres personnes pour dresser justice. Alors, jusqu'on dit dresser justice, pierre de justice, c'est surtout dire quand il y a des litiges entre personnes, entre voisins, etc. Mais on annonçait aussi si le roi était mort, si le roi venait, si fallait avertir la population, s'il y avait une guerre qui avait été déclarée, et puis aussi, il y avait la période de louage où on échangeait les gros agriculteurs, les gros seigneurs, en gros, échangeaient leur personnel. Généralement, c'était le 29 septembre dans le sud de la France, mais dans la Sarthe, c'est un petit peu plus tard. Et puis, juste à côté, d'autres pierres. Alors, on continue, puisqu'il y avait un ancien cimetière. Eh bien, vous allez trouver les pierres des anciens sarcophages de l'ancien cimetière. Donc là, on est sur des pierres un petit peu plus récentes, entre guillemets, qui sont du XIe siècle, 9e siècle. Et là, on trouve ces fameuses croix latines dessinées dessus. Alors, il y en a 3 qui ont été mises debout, mais il manque le sarcophage. Le sarcophage, il a disparu. Et si on va aussi, donc les 3 pierres magnifiques, vous voyez les croix qui sont taillées, sculptées, etc. Et puis, si vous regardez même au sol, au pied de l'église, quand vous rentrez dans l'église, eh bien, vous en trouvez au sol. Il y en a une autre ici, juste à côté de la fameuse pierre à bannir. Et puis, juste là, qui sert de marche pour rentrer dans l'église. Donc, regardez bien en détail le tour de cette église. C'est les anciens... Alors, j'ai mis quelques photos de ce qu'était ce couvercle, entre guillemets. J'appelle ça une couvercle, mais c'est la pierre qui vient sur un sarcophage. Alors, des sarcophages, il y en avait dans la Sarthe, il y en avait dans le Poitou. On connaît ceux de Civaux, essentiellement. Voilà, j'en ai représenté. Mais les sarcophages dans la Sarthe ont été souvent utilisés au 19e. On les a déterrés, on a fait des grands bacs à fleurs. Vous avez dû le voir dans beaucoup de communes sur les places. Et puis, avec les aménagements urbains, malheureusement, ils ont disparu. Bon. Et puis, il y a... Une dernière chose peut-être? Pour finir, je parle de ce prieuré, quelques photos. Okay. C'est le prieuré de Monet qui est très peu connu, mais qui est un prieuré qui remonte à 720, qui aurait été fondé par l'évêque Hubert d'Angers, donc, qui a été rattaché. Donc, ça dépendait de la paroisse de Saint-Ouen, qui était juste à côté de la cathédrale du Mans. Et puis ça a été rattaché à Sargé à peu près au XIIIe siècle. Et regardez, on a encore une façade, mais la façade est du XVe siècle. Comme toute maison, elle évolue, mais depuis le XVe siècle, elle n'a pas évolué. Et donc là, un petit prieuré qui était composé d'une dizaine de personnes. En gros, un prieuré, c'est tout petit, c'est pas une abbaye. Et puis surtout, il devait fournir au curé de Saint-Ouen, à côté de la cathédrale, la vigne, le froment, tout ce qu'il fallait pour bien les nourrir. Bon, super. Voilà. Merci Pascal pour aujourd'hui. Pour cette
tour d'horizon, on va dire, cette carte postale de Sargé-le Mans. Sans transition, on va parler en patois avec vous, mon cher Fernand. Et ce soir, vous avez décidé de rebondir par rapport à l'actualité. Et les Jeux paralympiques, parce qu'on va dire que vous êtes allé à la capitale et que pour assister à une épreuve, vous allez nous en parler, et ça ne vous a pas laissé insensible et vous êtes revenu un peu estomaqué au vu des performances de ces compétiteurs. Tout à fait. Comme vous le savez, le vélo a été 40 ans de ma vie, c'est quelque chose que je connais bien. Et je suis allé au Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines vendredi et samedi. Et les épreuves que j'ai vues, ça m'a estomaqué. J'avais l'habitude de travailler en tant qu'entraîneur avec des adultes non infirmes. Et là, j'ai vu des personnes absolument prodigieuses. Vous rendez-vous compte, et là, je m'adresse à ceux qui connaissent bien le vélo. L'ancien kilomètre départ arrêté, qu'on appelle aujourd'hui le kilomètre lancé, le contre-la-montre même qu'ils appellent. Les meilleurs temps qui ont été faits par des gars qui n'ont qu'une patte, ou des gars qui n'ont pas de bras, ou des gars qui ont les deux jambes, mais il y en a une qui ne sert absolument à rien. Le meilleur temps était de 1 minute, 2 secondes, 380 centièmes. Alors pour le commun des mortels, ça ne va pas causer ça. Mais je dois vous dire que les meilleurs non infirmes, ils font la minute. Le record du monde, ça doit être 57 ou 58 secondes. C'est-à-dire que le gars avec une seule patte, lui, il a réussi à faire pratiquement 4 secondes seulement de plus. Ce qui m'a complètement interloqué là-dedans, c'est de me dire par où donc ils sont passés, ces gars-là. Tous les problèmes qu'ils ont rencontrés, ce qu'ils ont eu. Nous, pour un oui, pour un non, on va banner parce qu'on a mot à une épaule, on a mot à un genou. Vous vous rendez compte qu'eux, ils ont eu soit une infirmité de naissance, soit une infirmité après un accident. Et tout ce qu'il a fallu qu'ils endurent pour arriver là où ils sont arrivés. Et le lendemain, j'ai assisté à la victoire de Marie Patouillet sur la poursuite. Quand elle est montée sur le podium pour recevoir sa médaille d'or, elle a fait un malaise. Je vous garantis que moi, je suis au crépuscule de ma vie, j'ai connu plein de choses, mais je me suis mis la saune dans l'époque et je me suis mis à pigner comme un quegno. Parce que franchement, faire ce qu'elle a fait sur le vélodrome, et au moment de recevoir la médaille, faire le malaise qu'on peut comprendre, peut-être l'émotion, mais il n'y avait pas que ça. Elle avait vraiment donné tout ce qu'elle avait en elle. Eh bien, je vous avoue que des choses comme ça vous tripoille le ventre. Et je voudrais bien une chose, c'est que tous les gens qui regardent en point les Jeux paralympiques, alors qu'ils sont retranscrits en totalité à la télévision, regardez-les, vous allez avoir des leçons extraordinaires, des gens prodigieux. Eh ben merci pour ce bel hommage. Oui, c'est sympa, c'est sincère. On sent bien que vous avez été ému par le comportement, mais aussi les performances, bien évidemment, puisque vous avez des repères par rapport à la compétition, on va dire, des valides, entre guillemets. Ouais. Bon, la petite cerise sur le gâteau. Vous avez préparé quelques petites phrases bien senties en patois. Avec le sport, justement. Bon. Allez-y, Fernand. Alors, qui veut la lire? Ceux qui la voulant être les meilleurs vont créer en eux, parce que les autres, ils ne faisons point. Ceux-là qui voulant être les meilleurs, ils devront créer en eux, parce que les autres, ils ne le faisons point. C'est une phrase que j'ai traduite, qui a été dite par Ray Sugar Robinson. Ancien boxeur, c'est ça? Tout à fait, oui, les anciens connaissent tous ce grand monsieur. Pour être champion, vous devez croire en vous-même, quand personne d'autre ne le fait. Oui, la résilience. Oui, tout à fait. Alors, Pascal? Le sportif, il rêve de son rêve. Le champion, il vécut. Oui. Le sportif, il rêve son rêve. Le champion, il vécut. Le champion, il le vit. Alors ça, c'est un anonyme.
Le sportif rêve son rêve, le champion le vit. On ne sait pas qui a écrit ça, mais j'ai trouvé ça C'est une belle superbe. maxime, une belle phrase. Tout à fait. Alors, Stila qui veut être victorien, c'est Stila qui va se rebinder. Se rebinder. Stila qui veut être victorien, c'est Stila qui va se rebinder. Binder. Se rebarder. Binder, c'est pas Ouais, clair. c'est pour se rebiffer, se T'en es pas loin. Ah oui, T'en es pas loin. rebinder. Se remettre en question. Oui, c'est aussi se remettre en question. C'est Ne rien lâcher. ne rien lâcher. Ah ouais. C'est ça, c'est un peu ça. Parce que ça, c'est une phrase de Jean-Claude Killy qui a dit « La victoire va à celui qui prend le plus de risques Ah oui. Champion olympique, à 68, si ma mémoire est bonne. Ouais, c'est trois ça. médailles. Voilà, à Grenoble. ». Bon, une petite dernière peut-être, non Ou... J'ai mis les Allez, mots derrière. un petit mot, allez, pour Fernand, en guise de Ouais. meilleur. Meilleur. Allez, un petit... On a- L'ultime, Vekir. Bah, on l'a dit tout à On l'heure. l'a dit, c'est pour ça que je les ai remis. Vékir, c'est vivre. Ah ben oui. Des ans vécus près de 72. Clément Marot dans le deuxième épitaphe de Jean Cocteau. Jean Cottereau, pardon. Jean Cocteau. Merci Fernand pour ce bel hommage, on l'a dit, aux athlètes paralympiques. Et c'est vrai qu'on encourage tout le monde à regarder les Jeux. Ah oui, et ce que- juste une petite... on pourrait dire que Frédéric Cataneo, notre Sartois, s'est Ouais. imposé cet après-midi en double, en tournoi de tennis. Et donc, il est qualifié pour les demi-finales. Il est qualifié pour les Voilà, demi-finales. ça, j'ai c'est pas- une bonne j'ai pas nouvelle, un regardé. clin d'œil. Ouais. Je te cache pas que je vois, je ne sais plus comment elle s'appelle, cette jeune fille qui fait donc je ne sais plus le nom de ce jeu qu'on Ouais. ne voit qu'aux Paralympiques, qui ressemble à la pétanque, enfin qui ressemble. Ils ont une petite goulotte. Oui, j'ai vu hier. Voilà, ouais, ça. ouais. Et je t'avertis, quand elle est montée sur le podium pour aller chercher sa médaille d'or, je suis parti dans le couloir, pied dans le couloir, pour que ma femme... ne me voie Décidément, pas, faut plus aller à Paris, mon cher Fernand. Restez en Sarthe. Ah non, mais je vous assure, les gens, regardez, c'est émouvant, ça vous Ouais, prend merci. au trip. Quand Ouais. tu sais, j'ai été militaire longtemps dans les forces spéciales, donc je sais de quoi je parle. Quand je vois ce que ces gens-là font, On aura peut-être l'occasion d'en reparler. Quand on voit le- Merci Fernand, merci Ouais. Pascal. Si je peux me permettre, on va juste un petit sourire parce que c'est l'heure de la question du jour justement. Et là encore, on va vous poser une petite colle. Alors, un buste trône au-dessus de l'entrée principale de la Poste au Mans, place de la République. De qui s'agit-il? Est-ce qu'il s'agit de Claude Chappe? Réponse A. Léon Gambetta, réponse B. Et C. René Levasseur. Vous aurez bien noté que Gambetta, ce sont des rues ou boulevards qui sont à côté de cette fameuse place de la République au Mans. Voilà. de la Le Poste. buste, alors on va peut-être le voir un peu plus de façon précise, il est juste au-dessus de l'entrée. Entre le deuxième Un buste étage et le blanc, troisième. un buste blanc qui est vraiment Entre le premier et le deuxième au-dessus du deuxième étage. Voilà. Une petite idée? Moi, je sais. Aucune idée. Non. Claude Chappe, il a inauguré son télégraphe entre Brulon et Parcé. Donc pourquoi il serait sur le Mans, mais Bon, je ne sais pas si chez vous, vous avez une idée sûrement. Levasseur, Pascal? c'était- Ah, moi, j'en ai une, je sais. Bon, bah, Levasseur, allez-y, dis, Pascal, on Pour va... moi, c'est Claude Chappe. Eh bien voilà, c'est Claude Chappe, effectivement. Bien que le Vasseur soit juste à côté, mais le Vasseur, la statue a disparu. L'inventaire du... Voilà, on le voit ici. Voilà, c'est un peu Voilà. à l'intention de ceux qui Puis ça- se poseraient la question quand Ça ils traversent correspond la avec place. les télécommunications. Oui, les Avec les télécommunications. télécommunications, L'inventeur c'est des pour ça. télégraphes 1871 et Claude Chappe, donc, qui est originaire De de Brulon. Brulon. Voilà, et on peut dire que c'est l'Internet du XVIIIe siècle. Oui. Voilà, la suite, sans transition, on parle de Festival Americana Eldorado ce week-end. Bonsoir Michel. Samedi, bonsoir. Bonsoir, c'est samedi et dimanche. C'est hein. samedi, Voilà. c'est uniquement samedi. D'où est venue La cette première idée édition. d'organiser, Michel Pamplune, ce festival? D'abord, c'est lié à une histoire de vie où ça fait maintenant des décennies que je travaille avec des artistes américains de cette scène-là. Et j'ai eu plusieurs casquettes. J'ai été producteur de disques, j'ai été disquaire, j'ai écrit, voilà. Et j'ai toujours fait la promotion en France d'artistes Americana. Donc Americana, ça désigne un peu un territoire musical de la country au rock en passant par le folk. Voilà, toutes les musiques un peu traditionnelles américaines revisitées par des musiciens d'aujourd'hui.
Mais vous-même, vous êtes vancéen ou vous êtes Alors, venu je vous suis installer vancéen depuis 2015. D'adoption, d'accord. Voilà, d'adoption. Et vous êtes tombé Et de amoureux cœur. du lieu. Et je suis tombé amoureux du lieu. J'ai rencontré le maire du village à qui j'ai parlé de ce projet que j'avais. Parce que j'avais organisé déjà des concerts précédemment, mais c'était dans des salles, mais pas dans le cadre d'un festival en extérieur. Et il a adoré l'idée, il m'a soutenu dans le projet, ainsi que d'autres personnes de la municipalité du village. Et voilà, ça a été quelques années de gestation. Et voilà, la première édition aura lieu samedi prochain, 7 septembre. Oui, parce qu'on l'a dit, c'est le premier en Sarthe, mais surtout le premier en France. C'est le premier en France, effectivement. Il y a un festival de ce genre qui existe en Angleterre, en juin. Et il y a un autre à Groningen, aux Pays-Bas, en novembre. Mais c'est le tout premier festival qui est dédié à cette esthétique musicale en France. On voit des images, la bande-annonce du festival qui passe, avec, vous l'avez dit, des invités, des artistes étrangers, américains notamment. Oui, l'affiche est assez exceptionnelle. C'est un peu la crème de la scène américaine actuelle. D'accord. Entre folk, rock, country, un peu soul. Avec la présentation d'ailleurs d'un nouvel album de la part d'un interprète américain, j'ai cru voir, non? Dylan Leblanc. Oui. Alors, Dylan Leblanc fait partie, c'est un peu la tête d'affiche officieuse, bien que j'ai voulu concevoir l'affiche pour qu'il n'y ait pas vraiment de tête d'affiche. Voilà, c'est pas trop le propos. Ils tous jouent globalement un peu des concerts de la même durée, mais effectivement, il a un album récent, mais comme tous les autres artistes à l'affiche. Hein, la chanteuse Émilie Nenny que vous avez là, voilà, c'est son dernier album. Tous, ils ont une actualité. Voilà, donc on a Jackson et Levi Scribner qui viennent du Texas. Dylan Leblanc vient de Louisiane. Voilà, donc il y a 6 concerts. Il y a 6 concerts sur l'affiche, entre samedi et dimanche. Voilà. Non, c'est ce que samedi. Samedi que samedi 15h, 15h, minuit. D'accord, non-stop. Voilà, non-stop. Enfin non, il y a des changements de plateau. À l'occasion desquels il y aura se restaurer sur place. Oui, il y aura plusieurs food trucks, il y aura des boissons également. Tout est bien organisé avec un parking. Des vins locaux, parking, vous pouvez accueillir toilettes personnes, sèches, donc ce samedi. Jusqu'à 1500 personnes. 1500 personnes. Et la chose importante à souligner, c'est que le site, qui a vraiment un cachet dingue, parce que c'est une ancienne scierie, est couvert quasiment intégralement. Donc en cas de météo capricieuse, le public ne sera pas mouillé. Michel, dernière question. Les gens faut s'inscrire peut-être sur le site ou par téléphone ou ils viennent sur place tout simplement samedi. Là, à quelques jours près, ils peuvent venir sur place. Sinon, effectivement, il y a un lien de billetterie internet qui est sur WizEvent, mais on peut nous trouver sur Instagram et Facebook. Il suffit de taper Eldorado Americana Festival. Et selon la réussite, on n'en doute pas, de ce festival, il y aura peut-être une deuxième édition en 2025. Tel est votre vœu et votre souhait. C'est le but, de faire une édition en 2025 avec 2 jours. Alors, quand vous disiez qu'il y a dimanche, il y a un peu de dimanche, puisqu'on organisera un brunch musical le lendemain, voilà, à la Charte-sur-le-Loir, dans le fameux Hôtel de France. Je crois d'ailleurs qu'il risque d'avoir un infiltré du dimanche. Qui viendra peut-être, on ne sait pas où, une infiltrée. Voilà. Avec et donc, les deux frères Jackson et Levi Scribner là, du Texas feront un petit concert. Et les gens du festival ou les gens qui veulent pourront venir déguster un brunch à l'Hôtel de France avec de la musique americana. Pour prolonger le plaisir. Samedi avancé, dimanche à la Charte-sur-le-Loir. Voilà. Super. Merci Michel d'être venu. Merci Bruno. Bonne fin de semaine. Merci à tous. À bientôt pour de nouvelles aventures. Valérie, on se retrouve dans quelques instants pour parler de peinture dans la 3e partie de cette émission. Restez avec nous. À tout de suite.